Ça nous donne le carré moyen dû au facteur CMA. Donc c'est 1,2282, etc. divisé par 3. Ça me donne la valeur 0,409 40112. Et le carré moyen résiduel égale 1,58, 8, etc. divisé par 20. Ça va me donner 0,079 402 332. Je pense. C'est pas grave. Et à ce niveau-là, je fais, donc ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, parce que ça n'a aucun intérêt pour nous. L'essentiel pour nous, c'est d'essayer de prendre une décision concernant le test d'hypothèse d'égalité des moyennes, et comme ces deux valeurs-là me suffisent, c'est pas la peine que je prenne la troisième. Hein. Donc ici, le carré moyen, j'en profite pour vous dire que sur le fascicule, le carré moyen dû au facteur, je pense que, parce que c'est une question hein, de copie-coller, hein, j'avais fait, voilà, c'est la page 50, il faut que vous repreniez d'abord alpha i que l'on peut estimer par x i bar moins x bar, l'indice il faut qu'il se mette pour la première moyenne, pas pour la deuxième. Et puis pour CMA, il faut mettre P-1 au lieu de N-1, parce que j'ai écrit CMT, c'est le carré moyen total, c'est la somme des carrés des écarts total divisé par N-1. Et par copier-coller, j'ai écrit la même chose. J'ai rectifié au niveau de l'indice A, mais je n'ai pas rectifié au niveau du dénominateur. Donc normalement, CMA, c'est le carré moyen dû au facteur. C'est la somme des carrés des écarts dus au facteur divisé par P-1 au lieu de N-1. C'est comme degré de liberté P-1. Au niveau des degrés de liberté, c'est bon. Mais la division ici, il y a un P au lieu de N. Bon, vous rectifiez. J'espère que vous aurez l'esprit assez critique pour regarder un petit peu ces erreurs-là, qui sont des erreurs d'inattention. Le jour où je récupérerai toutes les maladresses au niveau écriture, je réécrirai, je vais corriger au niveau de mon fascicule de base et le remettre pour les futurs étudiants. Vous avez déjà celui-là, vous rectifiez que par vous-même les erreurs. Bon, le rapport entre les deux, je fais la division, ça me donne quelque chose 5,16. Je prends que deux chiffres après la virgule, parce que le test de Fischer, je dois faire appel à la valeur critique de la table de Fischer, et donc je vais essayer de regarder des nombres avec deux chiffres après la virgule. On regarde sur la table de Fischer-Snedecor la valeur critique. Il faut que je mette le degré de liberté. Il y a 2 degrés de liberté, c'est un couple. À 3, 20 degrés de liberté. La table de Fischer-Snedecor a 3 et 20 degrés de liberté. Je dois regarder la valeur critique. La valeur critique, FC, celle qui laisse après elle 5%. Parce que nous avons dit que nous allons prendre un test à 5 un risque d'erreur de 5%. Bon, je regarde ma table. La table que j'ai ici, le degré de liberté du numérateur c'est en ligne, et celui du dénominateur c'est en colonne, et 3, 20, donc le 20 c'est plus grand que 15, donc c'est la deuxième partie que je vais regarder, et j'ai la ligne 3 pour le premier degré de liberté, et la colonne 20 pour le deuxième degré de liberté, ça me donne 3,10, et donc comme la valeur calculée, le F calculé, hein, je mets masculin, le F calculé, c'est 5,16 est plus grand que 3,10 qui est la valeur critique, on rejette. Donc on est content
on rejette l'hypothèse A0, les moyennes sont égales au profit. Donc on rejette l'hypothèse d'égalité des moyennes. Il y a une différence significative entre les moyennes. Donc on peut dire qu'il existe au moins deux qui sont significativement différentes. On rejette l'hypothèse d'égalité des moyennes au profit de... Il existe au moins deux qui sont significativement différentes. Voilà pour l'exercice. Généralement, l'ANOVA ne s'arrête pas ici. On peut aller pour étudier comment s'est fait ce rejet de l'hypothèse d'égalité des moyennes. Ça s'appelle des études un peu plus, comment dire, plus précises. Il y a deux techniques. Il y a la technique la plus petite amplitude significative. Donc on essaye de regarder à quel niveau il y a eu différenciation au niveau des moyennes. Donc on classe les moyennes par ordre et puis on essaie de regarder quand est-ce qu'on essaie de regarder quand est-ce qu'on a eu le rejet de l'hypothèse d'égalité. Et puis il y a la plus petite différence significative, la plus petite différence significative, PPDS, et la plus petite amplitude significative. Ce sont deux techniques un petit peu, ce sont les deux choses que l'on fait après. Ce sont deux techniques qui permettent un petit peu de faire des tests d'égalité des moyennes un peu plus, comment dire, comme si on le fait deux par deux, mais avec un écart type qui est déjà estimé, qui est donné par cette estimation-là, qui est le carré moyen résiduel. Donc il y a deux techniques. La plus petite distance significative, donc on essaie de regarder la plus petite qui permet de pouvoir passer au rejet de H0, ou bien la plus petite amplitude. C'est l'inverse, on prend le plus gros, on sait que ça a été rejeté, et donc on essaie d'éliminer les valeurs qui sont, les moyennes qui sont à l'extrême, pour voir quand est-ce que les moyennes sont devenues, quand est-ce qu'on retombe sur l'égalité des moyennes qui sont les mêmes. Et donc c'est la plus petite amplitude significative. Bon, on ne l'a pas fait en cours, donc c'est pas la peine de vous tracasser la tête avec ça. Mais sachez qu'il y a toujours une deuxième étape, à savoir quand est-ce qu'il y a eu différence significative entre les moyennes. Deuxième chose sur laquelle je voulais parler, c'est ce nombre-là. Le CMA doit être toujours plus grand. Et donc, automatiquement, le rapport entre les deux carrés moyens doit être plus grand que 1. Si c'est plus petit que 1, normalement, si on voulait continuer l'étude, il faut regarder par rapport à une valeur critique qui est vers la gauche. Parce que nous avons dit que quand on fait un test de Fisher, on essaie de prendre toujours le rapport qui est plus grand que 1. Donc si on inverse, c'est comme si on regardait la valeur critique qui est à gauche. Enfin ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que normalement, si le carré moyen résiduel, qui est la meilleure estimation pour sigma carré qui est valable tout le temps, si elle est plus grande que l'autre, ça veut dire que le modèle est mauvais. C'est tout. La meilleure estimation, elle doit être toujours meilleure que n'importe quelle autre qui n'est valable que lorsque nous avons une certaine hypothèse. Donc automatiquement, ce rapport-là doit être toujours plus grand que 1. S'il est plus petit que 1, le modèle de l'ANOVA est mauvais, inadéquat. On dit que le modèle de l'ANOVA a une dimension ici est inadéquat. Il ne va pas, il ne marche pas très bien parce que c'est comme si dans le résiduel, il laisse trop de choses par rapport à ce qui est donné par le facteur étudié. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne lecture, un bon travail de recherche à ce niveau-là. Essayez de travailler les exercices, il n'y a pas mieux, mais avec cette الجائحة اللي سلطت علينا هذا العام فاحنا كنحاولوا نديروا ما في الإمكان ديالنا. الله يحفظكم من كل مكروه. تهلاو في صحتكم وتهلاو في احبابكم وفي الناس اللي عز عليكم، والله حاولوا ما امكن بيناتكم الطلبات اللي كيعرف شي حد اللي ما كيباسلش، اللي ما كيقدرش يدخل لا
مايكروسوفت تيمز لا اليوتيوب، يحاول يقول لك راه كاينين شي امكانيات باش يحاول ياخذ المعلومات اللي تساعدو، ويحاول يخدم ويتكل على الله. والله يحفظنا من كل مكروه وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.